Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de notre podcast Avec Modération, créé dans le cadre de la campagne d'éducation permanente du Xara. Aujourd'hui, on va parler des algorithmes et leur fonctionnement sur les réseaux sociaux, et on va mieux comprendre un peu tout ça grâce à Youssef. Bonjour, donc je suis Youssef Bouarawa, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc je suis consultant pour un client qui opère dans la régulation, c'est-à-dire dans tout ce qui est textes légaux. Et je suis également assistant professeur à l'Université libre de Bruxelles dans le département d'informatique. J'ai eu mon diplôme aussi au sein de cette université en sciences de l'informatique avec une spécialisation en tout ce qui est data science, donc sciences des données et intelligence artificielle. Et je fais aussi des fois de la consultance pour certaines boîtes dans différents domaines, comme le domaine médical ou le domaine bancaire. Ok, merci. Et donc, truc tout simple, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi un algorithme ? Donc pour faire simple, alors un algorithme, c'est juste une série d'instructions et de règles qui sont utilisées pour pouvoir atteindre un but. En termes simples, c'est juste une recette. Une recette peut être considérée comme un algorithme parce que c'est une étape, c'est une suite logique de certaines étapes qu'on doit faire et qui aboutit à quelque chose. Les ordinateurs fonctionnent de la même manière. Donc, c'est juste que, voilà, on a des instructions bien spécifiques. On donne ce qu'on appelle un input, donc des entrées. L'algorithme fait quelque chose avec ces inputs-là, donc avec les données qu'on lui a données, et il donne une sortie. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire à la base. Et tu peux donner des exemples de comment fonctionnent les algorithmes, surtout sur les réseaux sociaux comme YouTube et Instagram ? Alors, cette question, elle est super intéressante parce que les algorithmes sont utilisés de différentes manières. On parle ici de réseaux sociaux, donc c'est des applications qui sont déployées sur Internet. Donc, ils utilisent des technologies un peu partout. Ça peut partir de la recommandation, par exemple, à un utilisateur. Par exemple, mon profil Instagram et le tien ne sont pas les mêmes parce que nos interactions avec l'application, ce qu'on regarde, nos centres d'intérêt sont différents. Et donc, on aura un contenu différent. Ça, c'est une sorte, une sorte de sous-domaine où les algorithmes sont utilisés, c'est-à-dire la recommandation. Mais ça peut aussi partir sur faire des statistiques sur l'historique des utilisations, sur de la modération, c'est des algorithmes qui sont utilisés. Et donc, en fait, tout acte technique qui peut aboutir à un but, c'est-à-dire recommander à un utilisateur quelque chose, faire de la modération, sanctionner, c'est-à-dire prendre une décision de « OK, on a trouvé un contenu qui n'est pas adapté », quelle décision on doit prendre. Un algorithme peut faire ce genre d'étapes. Donc, tout ce qu'on peut automatiser peut être considéré dans un algorithme. Dans le cadre d'un réseau social, plein de choses peuvent être utilisées dans l'algorithme. Aujourd'hui même, on a des réseaux sociaux qui permettent d'écrire avec de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a un algorithme derrière qui va, en lui donnant des hashtags ou des thèmes sur un sujet bien précis, il va générer du contenu. Donc, un algorithme peut être utilisé de diverses manières, à différents endroits, à différents niveaux dans un réseau social. Et au niveau de la modération sur les réseaux sociaux, les algorithmes ont quel pouvoir, on va dire ? Est-ce qu'il y a aussi une partie humaine ou c'est juste les algorithmes ? Alors, ça, c'est une question super complexe. En fait, aujourd'hui, il y a une pression de la part de la société en général, de la part des pouvoirs publics et aussi de la part de certaines sociétés pour donner une certaine régulation au contenu qui est généré par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas techniquement publier ce qu'on veut, que ce soit en termes de vidéo, d'image ou de texte, sur Internet. Avant, qu'est-ce qui se passait ? Et il y a d'ailleurs un reportage très bien fait par Vice, qui a été fait il y a quelques années, 3 ans je crois, où on a ramené quelqu'un qui travaillait chez Facebook en tant que modérateur, et il disait qu'il recevait donc du contenu qui était flagué, donc qui était considéré par Facebook comme étant harmful, comme étant quelque chose de dangereux ou qui ne respecte pas en tout cas les règles d'utilisation de Facebook. Et puis c'était à l'humain, donc à l'utilisateur, c'est un modérateur, de prendre une décision. Moi, ça m'avait marqué parce qu'on voyait que l'humain, il disait
je voyais les pires choses, c'est-à-dire qu'il voyait des choses qui c'est inhumain, des meurtres. Il disait aussi quelque chose qui m'avait choqué, c'est des chiens en train de se faire rôtir dans un barbecue, vraiment des choses ignobles. Et il devait prendre la décision de dire, OK, c'est harmful ou pas. OK, dans ces cas-là qu'il a cité lui, bien sûr que le contenu, il n'est pas légitime d'être présent sur un réseau social et donc il doit disparaître. Mais la question qui se pose, c'est que ces humains-là, ils voient, on va dire, la pire face de l'humanité. C'est-à-dire que tous les jours, ils disaient, parce que le reportage il était en anglais, et ça m'avait aussi marqué, c'est one, another one, another one. Et donc, toute la journée, son travail, c'était de regarder les pires actes que l'humanité peut commettre. Enfin, pas tout le temps, parce que des fois, l'algorithme détecte des choses qui sont pas dangereuses ou quoi. Mais c'est la question qui se pose là, c'est est-ce qu'on doit laisser à l'humain de faire ça? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais, la pression et le nombre d'informations maintenant présentes sur Internet ne peut pas nous permettre de compter que sur les humains pour modérer le contenu. Et donc, tout ce mélange-là fait qu'aujourd'hui, on n'a pas trop le choix que de compter sur ce qu'on appelle algorithmic content moderator, c'est des algorithmes de modération. On est obligé d'utiliser, on va dire, la machine pour ça. Alors, quel pouvoir ils ont? Et c'est là le problème. C'est que si on parle maintenant, on veut prendre l'exemple tout simple des algorithmes de classification. C'est-à-dire, c'est quoi un algorithme de classification? Je vais présenter un contenu à une IA, donc un modèle de machine learning. Il va me dire, est-ce que ce contenu, il est safe ou pas? Si on prend ces algorithmes-là, il y a le pouvoir qui est donné dépend de la société ou de l'industrie qui est derrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ici, maintenant, moi, je suis responsable chez Instagram. Je dis, OK, moi, je fais confiance à la machine à 100%. Ça veut dire que, quelle que soit la classification qui est donnée par cet algorithme-là, je ne vais pas faire un post-traitement derrière. Ça veut dire, OK, l'algorithme a dit que ce contenu-là, il est faux, j'enlève. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très rare d'avoir ça. Donc, il y a toujours, pour répondre à la question, il y a toujours quelqu'un, normalement, un humain derrière, qui va voir le contenu qui a été flagué par l'algorithme et qui va le dire, est-ce que, selon les règles de cette institution, Facebook, Instagram, YouTube, enfin Facebook, c'est Meta, ex-Facebook, considère, selon les règles qu'il a, est-ce qu'il considère que ce texte ou cette image ou que ce contenu-là est safe ou pas? Mais donc là, moi, avec la campagne, je me base sur les discriminations algorithmiques liées au racisme, à l'homophobie et au sexisme. Et il y avait quand même un grand constat qui était mis en avant, c'est qu'il y a quand même une injustice par rapport à la modération, que des fois, en fait, certains posts qui devraient être signalés ne le sont pas, certains posts qui sont signalés n'auraient pas dû l'être. Et donc, de la part des utilisateurs et des utilisatrices, il y a vraiment ce sentiment d'injustice. Mais donc, des fois, on a vraiment l'impression que les injustices qui sont présentes dans la société sont reproduites sur les réseaux sociaux. Tu as répondu à la question, en fait. Le problème, c'est que c'est un des problèmes fondamentaux de ces algorithmes-là, c'est qu'ils sont entraînés sur les données réelles. Ça veut dire que si on a un dataset, ce qu'on appelle un dataset, c'est un jeu de données, si notre dataset est fait pour... Enfin, comme je dis, il s'inspire de la réalité. Si maintenant les humains qui ont créé ce dataset-là, par exemple, OpenAI, quand ils ont commencé, ils ont scrappé tout le web, c'est-à-dire ils ont pris tout ce qu'il y a sur Internet et ils ont commencé à créer leur dataset. Donc, leur modèle se base sur ce qui a été créé. Donc, si maintenant on fait l'erreur d'entraîner notre modèle, parce qu'on parle d'entraînement, entraîner un modèle, c'est-à-dire juste lui donner les bonnes ressources pour prendre des décisions par après. Si maintenant on prend les mauvaises données, et donc des données qui sont déjà biaisées à la base, bien sûr que le résultat sera biaisé. Et malheureusement, ça, c'est plus l'algorithme, on va dire, qui est conscient, c'est que l'être humain, moi je pars du principe qu'il est biaisé un petit peu par nature. Et donc il va introduire des éléments qui vont faire que le résultat final sera biaisé parce qu'il ne connaît pas un certain domaine ou parce qu'il ne voit pas certaines choses ou parce qu'il manque de connaissances sur certaines choses. Et donc, on va faire ça. Un exemple, par exemple, qui sort aujourd'hui, c'est que la majorité du contenu sur Internet, on est d'accord, c'est de l'anglais. Et donc, il y a des dialectes qui sont sous-représentés dans les données d'entraînement, par exemple, des grands langages de modèles, que ce soit Gemini de Google, Llama de Meta ou GPT d'OpenAI.
ces dialectes-là sont sous-représentés parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu sur Internet avec ce dialecte-là. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, quand tu vas, ou même si on part des dialectes en anglais, une phrase dite par de l'anglais américain peut être mal interprétée par quelqu'un qui vit quelque part ailleurs où le dialecte il est différent. Et donc cette sous-représentation de certaines minorités fait aussi que et tu l'as dit tout à l'heure, je suis juste en train d'un peu donner un peu plus de contenu à ta réponse, mais à partir du moment où on se base sur ce qu'il y a dans la réalité, ça veut dire que on considère ce qu'il y a dans la réalité comme étant la vérité absolue, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et donc c'est pour ça qu'on a ces biais-là. Et est-ce que tu penses que maintenant, il y a un peu un manque de volonté de la part des plateformes qui sont devenues intouchables, un petit peu là, avec tout le pouvoir qu'elles peuvent avoir? Et donc, est-ce qu'il y a un manque de volonté de s'améliorer, surtout par rapport à tout ce qui est discrimination? Parce que je sais que les algorithmes évoluent énormément pour tout ce qui est recommandations. Mais pour ce qui est de la modération, est-ce que là, en fait, elles s'appuient juste sur leur laurier et se disent que peu importe ce qu'elles peuvent faire, il y aura toujours des utilisateurs, il y aura toujours des publicitaires. Et donc, il y a un peu, genre, elles traînent un peu des pieds pour faire ce genre de changement. Il y a une volonté de s'améliorer, c'est clair. Et GPT, quand tu vas aujourd'hui, si tu rentres sur ChatGPT, tu lui poses une question, tu as une réponse, et puis tu as des boutons, est-ce que tu aimes la réponse, ou est-ce que la réponse te satisfait ou pas. Et c'est clairement, ça, c'est des techniques qui sont utilisées pour le feedback. On a vraiment des techniques qui se basent sur le feedback humain. C'est nécessaire, c'est construit sur le feedback humain. Maintenant, et encore, on vient à la question, tu as un feedback, toi, tu es responsable. Après, c'est à toi de prendre la décision. Est-ce que tu considères ce feedback-là comme étant quelque chose... C'est pas un algorithme qui va prendre la décision pour dire, OK, ce feedback-là, il est logique. C'est à la plateforme maintenant, le responsable de la plateforme, de prendre la décision de comment utiliser le feedback qui est donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et malheureusement, on en vient là, c'est qu'il y a des pressions de politique derrière. Donc, s'il y a des enjeux derrière commerciaux et que cette plateforme n'a pas forcément envie que telle minorité soit représentée ou que telle minorité puisse donner quelque chose, puisse donner son avis, puisse élever la voix, elle peut la faire taire. Comment elle peut la faire taire? En ne prenant pas en compte les feedbacks des utilisateurs. Donc les utilisateurs, ils ont un feedback, d'accord, ils se révoltent, ok, mais c'est à la plateforme, quand je parle de plateforme, c'est les responsables derrière, de prendre la décision de publier ou de ne pas publier ce contenu, d'adapter ou de ne pas adapter leur algorithme en fonction des feedbacks qui sont reçus. Et donc, il y a ça, mais aussi, il faut dire la réalité, que des fois, c'est aussi un ressenti. Des fois, voilà, l'être humain aussi, comme je disais, il est biaisé par nature et il croit que, des fois, voilà, on publie un post et on voit que ça a été censuré ou qu'il n'est pas assez visible et on croit à la théorie du complot et tout. Donc, je pense qu'il y a une balance entre les deux. Il y a une volonté des plateformes de s'améliorer, mais s'il y a une pression politique ou commerciale, parce que derrière, si c'est de l'argent, s'ils veulent générer de l'argent, s'il y a quelqu'un qui vient mettre la pression, là, clairement que les sociétés ne vont pas prendre de décision de cacher ou quelque chose comme ça. Même l'Union européenne, elle essaie de mettre des grosses amendes pour Facebook, etc., par rapport à ce qui s'est passé pendant Covid. Il y a une campagne de désinformation. OK, en fait, on est arrivé à un moment, et c'est triste d'en arriver là, c'est que, OK, combien je dois... Ils viennent, c'est comme s'ils regardaient les petites amendes. OK, il faut payer 15 millions, 20 millions, 30 millions. OK, tiens, 30 millions et c'est bon. Mais donc là, en plus, un truc pour rejoindre ce que tu as pu dire, c'est pendant mes recherches, j'avais lu des critiques qui disaient que en fait, le succès des plateformes s'est fait sur le bénévolat des utilisateurs et utilisatrices. Et là, c'était plus en lien avec les créateurs de contenu. Mais c'est vraiment, en fait, le succès des plateformes s'est fait grâce à nous. Et là, on a un peu l'impression que maintenant que les plateformes ont le pouvoir, c'est comme si nous et notre avis et le travail qu'on pouvait mettre derrière pour la création de contenu, juste poster ou faire vivre la plateforme, en fait, n'étaient plus pris en compte. Et donc voilà, maintenant, c'est des grandes plateformes, elles n'ont plus besoin de nous. Je pense qu'aujourd'hui, les utilisateurs, s'il y a une réelle décision de vouloir changer, on va dire, le monde, entre guillemets, ça peut se faire, mais c'est beaucoup de travail. Mais honnêtement, quand on voit, par exemple, ça c'est typiquement tu as parlé de créateurs de contenu, ça m'a un peu inspiré ça. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, des créateurs de contenu qui font des bêtises, que ce soit sur Internet ou dans leur vie, qui s'est filmé, tout le monde les voit, on voit que ces gens-là, et tu vois un contraste vraiment de fou, c'est que ces gens-là,
Tu vas voir que tout le monde les critique, tout le monde dit que c'est pas normal ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font là, etc. Mais derrière, tu vois qu'ils ont des millions d'abonnés, ce qui est pas normal. Et que tu vois que leur audimat, des fois même par rapport à la bêtise qu'ils ont commis, ben, il est incroyable. Et tu te dis, attends, les utilisateurs critiquent ce contenu-là, mais ils vont quand même aller le voir parce ils aiment bien tout ce qui est drama, etc., etc. Et en fait, c'est le même problème avec les réseaux sociaux. On critique les réseaux sociaux, on dit, mais c'est pas normal qu'il y ait ça. Mais ramène-moi maintenant des gens qui vont dire, OK, pour boycotter, ben, je vais enlever mon réseau social, je vais complètement supprimer l'application de mon téléphone. Comme ça, le temps d'utilisation sera zéro, sera nul. Si maintenant, beaucoup de personnes décident de faire ça, on pourra trouver une solution. Après, on va pas se mentir, moi, je suis pas très optimiste par rapport à ces changements, parce qu'à mon avis, il faudrait au moins des milliards de personnes qui décident de boycotter. Et donc, ça fait beaucoup, quoi. Oui, il faut qu'il y ait une voix. Il faut que la voix soit assez puissante pour les faire bouger. Parce qu'encore une fois, et ça malheureusement, c'est partout dans la vie, c'est le consommateur qui est maître de la chose. Et si le consommateur décide d'avoir un réseau social propre, voilà. Après, on ne peut pas satisfaire tout le monde aussi. Le problème, c'est que c'est impossible quasiment de créer quelque chose qui va satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, on est limité à tous les niveaux, à plein de niveaux, au niveau technologique, mais au niveau aussi algorithmique, à tous les niveaux. Quand je parle technologique, c'est plus hardware, et même au niveau des algorithmes qu'on a aujourd'hui à disposition pour satisfaire tout le monde. Et je crois que c'est quasiment impossible de satisfaire tout le monde. Mais voilà, il y a du travail. Oui. Eh bien, merci à toi pour cette discussion, c'était bien intéressant. Merci à toi. Avec modération, un podcast du XARA avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.